Mes parents m'ont formellement exclu de Noël. 3 semaines avant le réveillon, un coup de fil de ma mère a scellé mon sort, je n'étais pas la bienvenue à la table familiale. La raison ? Ma sœur aînée, Delphine, présentait enfin son nouveau petit ami, un homme richissime, et mon humble métier de professeur des écoles, mon statut de « prolo », comme elle l'a si élégamment formulé, risquait de lui faire honte. J'ai simplement répondu « compris » avant de mettre fin à la conversation. 5 jours plus tard, ce n'est pas à ma porte qu'ils ont sonné, mais qu'ils ont martelé, leur visage déformé par une fureur que je ne leur connaissais pas. Au moment précis où il m'a vu, le fameux petit ami a dit quelque chose. Une simple phrase qui a fait l'effet d'une bombe, et qui allait réduire en miettes leur monde si parfaitement construit. Avant que je ne vous plonge dans les détails de cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans quelle ville, dans quel pays vous vous trouvez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où ces récits peuvent voyager et nous connecter. Je m'appelle Élodie, j'ai 32 ans et ma vie est à Lille. Pas le Lille des grands boulevards ou des boutiques de luxe, mais celui du quartier populaire de Oisem. Mon royaume, c'est une salle de classe de cours préparatoire dans une école publique qui mériterait un bon coup de peinture. C'est un univers bruyant, vibrant, qui sent la craie, la colle Cléopâtre et parfois, les chaussettes mouillées. Ma plus grande richesse, ce ne sont pas les actions en bourse, mais les victoires silencieuses de mes élèves. Ce matin-là, par exemple, le petit Léo, un garçon timide qui butait sur les syllabes depuis la rentrée, a réussi à lire son prénom pour la toute première fois. Et l'accent aigu. Ses yeux se sont écarquillés, un sourire immense a illuminé son visage, et il a levé la tête vers moi avec une fierté si pure qu'elle aurait pu fendre un rocher. Mon cœur a fait une embardée. Voilà pourquoi je me lève chaque matin. C'est ça, ma réussite. Une monnaie d'échange que ma propre famille a toujours refusé d'accepter. Au même instant, mon téléphone a vibré sur le bureau. Une notification WhatsApp. C'était ma sœur, Delphine. Une photo de son poignet fin, sur lequel reposait une montre Chopard en édition limitée, posée nonchalamment à côté d'une coupe de champagne ruinard. La légende disait « Petite folie parisienne ». Parce que je le vaux bien. Delphine évolue dans une autre galaxie. La sienne est faite d'un pantouse avec vue sur la Tour Eiffel dans le 16e arrondissement, d'un poste de directrice marketing dans une maison de haute couture, et d'une obsession pour les sacs Hermès qu'elle collectionne comme je collectionne les dessins de mes élèves. Ma vie, pour elle, n'est qu'une anomalie, une erreur de parcours embarrassante. Nos parents, Hervé et Martine, ont toujours été les architectes de ce fossé. Mon père, fils d'ouvrier de Roubaix, a grimpé les échelons pour devenir directeur d'une petite agence bancaire. Il est rongé par une peur panique de la pauvreté et une obsession pour le statut social. En Delphine, il voit la consécration de sa propre ascension, une revanche sur ses origines modestes. Ma mère, qui rêvait d'être peintre aux Beaux-Arts, a tout abandonné pour devenir mère au foyer. Elle projette sur Delphine tous les rêves de grandeur et de reconnaissance qu'elle n'a jamais pu réaliser elle-même. Le groupe Facebook familial est un sanctuaire à la gloire de Delphine. Ma fille Delphine vient de signer un contrat à 7 chiffres, Delphine en week-end à Gstad. Moi ? J'apparais de temps en temps sur une photo de groupe, floue, en arrière-plan. L'appel est arrivé à midi, pendant que je mangeais un sandwich jambon-beurre dans la salle des maîtres. La voix de ma mère était mielleuse, un ton qu'elle n'utilise que lorsqu'elle s'apprête à demander quelque chose de désagréable. Élodie, ma puce. Il faut qu'on parle de Noël. Je me suis raidie. Je connaissais cette introduction. Cette année, nous avons décidé de faire les choses en grand. Delphine nous fait l'honneur de venir avec Cyprien. Cyprien. Le nouveau trophée. Un entrepreneur dans la tech, un de ces génies de la Silicon Valley française. Il est vraiment quelqu'un, tu sais. Sa famille est très influente. Delphine tient absolument à ce que cette première rencontre soit parfaite, tu comprends. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai entendu le bruit de ma propre déglutition. Et donc, ai-je demandé, ma voix un fil. Et donc, eh bien, on a beaucoup réfléchi, ton père et moi, et on pense que ce serait plus simple, plus approprié, si tu ne venais pas cette année. La lame s'est enfoncée, lentement. Chaque mot était choisi pour minimiser la cruauté de l'acte. Pourquoi, maman ?
Dis-le clairement. Elle a soupiré, comme si je la forçais à être désagréable. Écoute, Élodie, ne le prends pas mal. On adore ce que tu fais, c'est très noble. Mais soyons réalistes. Cyprien fréquente des ministres, des PDG du CAC 40. De quoi est-ce que tu pourrais bien lui parler? De tes problèmes de discipline avec le petit Kevin? Ce serait un malaise pour tout le monde. Surtout pour Delphine. Elle a tellement misé sur cette relation. C'est vital pour son avenir. Vital. Mon existence, ma présence, était devenue une menace pour son avenir. Je comprends, ai-je réussi à articuler, le goût amer de la bile dans la gorge. Oh, formidable. Je savais que tu serais raisonnable. Tu as toujours été la plus compréhensive des deux. On se rattrapera, promis. Elle n'avait rien compris. Absolument rien. J'ai raccroché, posant doucement le téléphone comme s'il était brûlant. Mon cœur battait à tout rompre, mais mes mains étaient stables. Une étrange clarté s'est faite dans mon esprit. Ce n'était pas juste une invitation annulée. C'était un acte de reniement. Il ne m'avait pas juste exclu d'un dîner. Il m'avait signifié que je n'existais pas. Comment pouvais-je leur faire regretter cette décision? Pas par vengeance, mais pour leur faire enfin ouvrir les yeux? La réponse, je la portais en moi depuis 2 ans. Ma grand-mère Yvette était mon refuge. Dans le théâtre d'ombre et de faux-semblants qu'était ma famille, elle était la seule lumière authentique. Elle ne vivait pas dans un château, mais dans un 2 pièces impeccable à Tourcoing, où l'odeur du café chaud et de la cire d'abeille flottait en permanence. Quand mes parents offraient à Delphine des leçons d'équitation, mamie Yvette m'apprenait à lire les pages saumon du Figaro pour suivre ses quelques actions boursières. L'argent visible, c'est pour impressionner les sots, disait-elle en plissant les yeux. L'argent qui travaille en silence, c'est ça, la vraie liberté. Elle m'a appris la patience, la valeur du travail discret, et surtout, elle m'a appris à voir au-delà des apparences. Elle est décédée il y a 2 ans, emportée par un cancer foudroyant, me laissant orpheline une seconde fois. Et dépositaire d'un secret aussi lourd qu'une fortune. Aux yeux de tous, Yvette Dubois était une veuve respectable, ancienne comptable, vivant chichement de la pension de réversion de mon grand-père. C'était sa plus grande ruse, son chef-d'œuvre de discrétion. Car en réalité, mamie Yvette était une investisseuse de génie. Partie de presque rien, elle avait, au fil de 50 années, bâti dans l'ombre un patrimoine colossal. Pas pour s'acheter des yachts ou des villas, mais pour créer la Fondation Yvette Dubois. Une entité philanthropique pesant plus de 50 millions d'euros, dont personne dans la famille ne soupçonnait l'existence. La Fondation finançait des dizaines de projets, bourses d'excellence pour des jeunes de quartiers défavorisés, soutien à des associations d'aide aux devoirs, financement de programmes de réinsertion pour les femmes sortant de prison. Ma grand-mère était une justicière sociale en tailleur de tweed. Et j'étais la seule à le savoir. La semaine suivant son enterrement, une lettre à en-tête d'un grand cabinet de notaires parisiens était arrivée. Maître Bernard, un homme âgé à l'allure sévère mais au regard bienveillant, m'avait reçu dans son bureau lambrissé. L'air sentait le cuir et le papier ancien. Il m'avait servi un café avant de me tendre une liasse de documents. Votre grand-mère était une femme d'une intelligence et d'une prévoyance exceptionnelle, mademoiselle Élodie. Il avait ajusté ses lunettes. Elle vous a nommée, par acte notarié, présidente du conseil d'administration de sa fondation, avec plein pouvoir. Le sol s'était dérobé sous mes pieds. J'avais bafouillé, parlé d'une erreur. Il avait secoué la tête. Il n'y a aucune erreur. Elle vous observait depuis des années. Elle disait que vous aviez hérité de son cœur, et non de ses ambitions. C'était, à ses yeux, la seule qualification requise. Il y avait une condition stricte, je devais maintenir le secret le plus total, jusqu'à ce que je sente que le moment opportun était venu de révéler la vérité. Et puis, il y avait l'héritage personnel. 15 millions d'euros, un hôtel particulier à Paris, une villa à Biarritz et un chalet à Megève. Un trésor destiné à ses héritiers directs, mes parents, Delphine et moi. Mais ce trésor était un cadeau piégé. Maître Bernard avait chaussé d'autres lunettes, pour la lecture de près, et avait lu d'une voix neutre la fameuse clause 7.3 du testament.
Chaque mot était une pièce du puzzle que je mettais des mois à comprendre. Sera immédiatement et irrévocablement déchu de tous ses droits sur la présente succession, tout bénéficiaire qui, de manière avérée et intentionnelle, se rendra coupable d'un acte de discrimination ou d'exclusion envers un autre membre de la famille, fondé sur sa profession, ses revenus ou son statut social. Le silence était tombé dans le bureau feutré. Je l'avais regardé, le souffle coupé. Elle savait. Elle avait tout prévu. Maître Bernard avait eu un mince sourire. Votre grand-mère ne laissait jamais rien au hasard. Elle ne croyait pas aux belles paroles, mais aux actes. Elle disait que l'argent ne change pas les gens, il ne fait que révéler leur vraie nature. Ceci, mademoiselle, n'est pas un testament. C'est un révélateur. Pendant 2 ans, j'ai vécu avec ce secret. Un fardeau et une protection. Chaque pique de Delphine, chaque commentaire condescendant de mes parents, je les encaissais différemment. Je les voyais non plus comme des attaques personnelles, mais comme des réponses à un test dont ils ignoraient l'existence. J'espérais, de tout mon cœur, qu'ils réussiraient l'examen. Qu'ils me prouveraient que la vision cynique de ma grand-mère était fausse. Et puis, il y a eu cet appel. Cette exclusion de Noël. Il n'avait pas seulement échoué au test. Il l'avait surligné en rouge, avec des points d'exclamation. Le « moment opportun » n'était plus une question. C'était une certitude. La question était, comment allais-je mettre en scène la révélation de leurs résultats? La cruauté de Delphine n'était pas un simple caprice de diva. C'était un trait de caractère profondément ancré, une sorte de sport pour lequel elle s'entraînait depuis des années. L'incident le plus marquant, celui qui m'avait presque brisé, datait du printemps dernier. Un matin, j'avais été convoqué dans le bureau de mon directeur. Il était blême. Une lettre anonyme, envoyée au rectorat de l'Académie de Lille, m'accusait de « comportement inapproprié » et de « négligence grave » envers un élève en difficulté. C'était détaillé, précis, rempli d'un jargon pseudo-pédagogique destiné à faire mouche. Une enquête administrative avait été déclenchée. J'ai vécu un mois en enfer. J'étais l'objet de chuchotements dans les couloirs. Certains parents me regardaient avec méfiance lorsqu'ils déposaient leurs enfants. J'ai dû subir des entretiens humiliants avec une inspectrice qui semblait déjà convaincue de ma culpabilité. Chaque soir, je rentrais chez moi et je pleurais de rage et d'impuissance. J'ai failli démissionner. Finalement, l'enquête a conclu à une dénonciation calomnieuse. L'affaire fut classée. Je n'ai jamais pu prouver que la lettre venait de Delphine, mais je reconnaissais son style, sa façon de mêler le vrai et le faux pour créer un poison parfait. Elle ne supportait pas l'idée que je puisse trouver l'épanouissement dans une vie qu'elle jugeait si médiocre. Après l'appel de ma mère pour Noël, ce souvenir est remonté à la surface avec une violence inouïe. Ce n'était plus juste une humiliation, c'était la continuation d'une guerre d'usure. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, j'ai appelé ma meilleure amie, Manon. Nous nous sommes connus à la fac, elle est devenue une avocate redoutable au barreau de Paris. Elle est la seule à connaître toute l'histoire, y compris le secret de la fondation. Alors, m'a-t-elle demandé après que je lui ai raconté l'appel, sa voix déjà tendue. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, Manon, ai-je avoué, ma voix se brisant. Une partie de moi veut juste tout plaquer, partir loin, ne plus jamais les voir. L'autre est tellement en colère. La colère est saine, Élodie. Elle est le signal que tes limites ont été franchies. Combien de temps vas-tu encore les laisser te marcher dessus? L'histoire de la lettre anonyme, c'était déjà la ligne rouge. Ça, c'est une déclaration de guerre. Mais c'est ma famille. Ai-je pleuré? Arrête avec ça. Ta famille? Une famille te protège, te soutient. Elle ne t'utilise pas comme un punching ball pour évacuer ses propres frustrations. Élodie, tu as entre les mains une bombe atomique juridique. Ta grand-mère te l'a donnée pour une raison. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'autodéfense. C'est l'heure de leur présenter l'addition. Et vous, qui lisez ceci, si vous aviez été à ma place, quels conseils m'auriez-vous donné? Laissez le silence et la distance faire leur œuvre, ou utilisez les armes à votre disposition pour forcer une confrontation? Dites-le moi en commentaire. Votre avis m'intéresse. Et si cette histoire résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner,
car le plat principal de ce dîner de Noël manqué n'a pas encore été servi. Les paroles de Manon ont agi comme un électrochoc. Elle avait raison. Ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour honorer la mémoire de ma grand-mère, pour valider sa dernière volonté. C'était pour Léo et tous mes autres élèves, pour leur montrer que personne n'a le droit de vous dire que vous êtes moins que rien. J'ai raccroché, les larmes séchées. J'ai allumé mon ordinateur. J'ai ouvert un document Word. J'ai commencé à taper. Je n'étais plus la victime tremblante. J'étais la présidente du conseil d'administration de la Fondation Yvette Dubois. Et j'allais organiser ma première réunion. Une réunion très privée, très exclusive. Et obligatoire. Je savais exactement où et quand elle aurait lieu. Il ne me restait plus qu'à envoyer les convocations. Mais comment les attirer dans mon piège sans qu'ils ne se doutent de rien? Le soir du 24 décembre, une tempête de neige s'est abattue sur l'île. Mon petit appartement était un cocon de chaleur et de silence. J'avais préparé un repas simple pour moi-même, quelques huîtres, un verre de Sancerre, une part de bûche de chez Merthe. J'avais délibérément éteint mon téléphone. Pas de réseaux sociaux, pas de photos de familles heureuses, pas de fausses joies. J'ai sorti une vieille boîte en fer, celle où je gardais les trésors de ma classe. J'ai passé la soirée à relire les mots d'enfant, à regarder les portraits de moi avec 3 yeux et des cheveux arc-en-ciel. Chaque dessin était une affirmation, j'existais. J'étais importante. Pour eux. Et ce soir-là, c'était tout ce qui comptait. Pendant ce temps, à Marcq-en-Barœul, l'ambiance était tout autre. La maison de mes parents avait été transformée en showroom de Noël. Le sapin croulait sous les décorations, la table était dressée avec l'argenterie de mariage. Delphine était radieuse, Cyprien à son bras. Mais derrière la façade, le verre était dans le fruit. Cyprien n'était pas un imbécile. Il était un observateur. Et quelque chose le dérangeait. Tout au long du dîner, il a noté les contradictions. Delphine parlait avec emphase de l'importance des valeurs familiales, tout en lançant des piques subtiles mais assassines sur certains membres de la famille qui n'ont aucune ambition. Mes parents riaient, complices. Ils ont parlé de leur matriarche, Yvette, la décrivant comme une grande dame de la bourgeoisie lilloise, presque une aristocrate. Cyprien, qui avait lui-même des origines très modestes, a senti une dissonance. Il y avait quelque chose de faux, de surjoué dans tout cela. Après le dîner, alors que mon père sortait un Armagnac de 1978, Cyprien s'est éclipsé aux toilettes. Il a sorti son smartphone. Curieux, il a tapé le nom de cette grand-mère si vénérée, Yvette Dubois. Le premier résultat n'était pas une page mondaine, mais le portail discret de la Fondation Yvette Dubois. Intrigué, il a cliqué. Il a découvert la mission de la Fondation, ses millions d'euros de budget annuel, ses actions concrètes. Puis, il a trouvé l'onglet « Gouvernance ». Et là, son sang s'est glacé. Tout en haut de la liste du conseil d'administration, il y avait une photo de moi. Une photo simple, prise dans ma classe. En dessous, mon nom et mon titre, Élodie. Présidente. La biographie qui suivait ne laissait aucune place au doute. Il a compris la supercherie. Vers 23 heures, mon téléphone fixe, que j'avais oublié de débrancher, a sonné, me faisant sursauter. C'était un numéro masqué. Mademoiselle Élodie? Une voix d'homme, calme et sérieuse. Oui, c'est moi. Je m'appelle Cyprien. J'étais avec votre sœur ce soir. Je vous demande pardon de vous importuner. Mon cœur a manqué un battement. J'ai fait quelques recherches. J'ai trouvé le site de la Fondation. Et j'ai vu votre nom. Delphine elle m'a dit que vous étiez sans emploi, que vous viviez au crochet de vos parents. Le silence était lourd. J'ai l'impression d'être le dindon d'une farce macabre. Je déteste le mensonge et le mépris des gens qui travaillent dur. Pourriez-vous me dire la vérité, s'il vous plaît? Toute la vérité. Alors, je lui ai tout raconté. Sans haine, sans emphase. Les faits. L'appel. Les mots de ma mère. Le passé. Le testament. La clause 7.3. Je lui ai parlé de ma grand-mère, de ses valeurs, de son secret.
Il m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Je suis, absolument consterné, a-t-il fini par dire, sa voix changée, plus dure. Je vous remercie pour votre franchise. Je sais ce que j'ai à faire. Encore désolé pour le dérangement. Joyeux Noël, mademoiselle Élodie. Il a raccroché. Je suis restée assise dans le noir, le combiné à la main. Un allié. J'avais un allié inattendu. Je ne savais pas ce qu'il comptait faire, mais une chose était sûre, le plan venait de prendre une toute nouvelle dimension. Le feu d'artifice que je préparais allait avoir un spectateur de premier choix. Mais que se passerait-il quand la vérité éclaterait au visage de ma famille? Le calme avant la tempête a duré 5 jours. 5 jours d'un silence radio total de la part de ma famille. Puis, le 29 décembre au matin, le barrage a cédé. J'ai été réveillée non pas par mon réveil, mais par des coups violents et frénétiques contre ma porte d'entrée. C'était plus que de l'impatience, c'était une agression. Le bois ancien de la porte vibrait sous les assauts. J'ai jeté un œil par le Judas. Leurs 3 visages, déformés par la lentille et la fureur, étaient là, mon père, rouge de colère, ma mère, les traits tirés par l'angoisse, et Delphine, le visage ravagé par les larmes et la haine. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert. Ils se sont rués à l'intérieur comme une vague déchaînée, sans un mot de salutation. Leurs regards balayaient mon petit appartement avec un mépris flagrant. C'était la première fois qu'ils venaient chez moi en 8 ans. Leurs yeux s'arrêtaient sur mes meubles de brocante, mes affiches de cinéma, ma pile de livres en équilibre précaire. Pour eux, ce n'était pas un foyer, c'était la preuve tangible de mon échec. « Que as-tu fait » a rugi mon père, me saisissant presque par le bras. Delphine s'est avancée, le doigt pointé sur moi comme une arme. Il m'a quitté. Cyprien m'a largué hier soir, par texto. Il a dit que je suis une manipulatrice, une snob, que ma famille est toxique. C'est tes mots, ça. C'est ce que tu lui as raconté, sale vipère. Je n'ai fait que lui dire la vérité, puisqu'il me l'a demandé, ai-je répondu, ma voix étonnamment calme. Je me suis dirigée vers la cuisine pour me faire un café, leur tournant le dos, un geste qui les a rendus fous. La vérité, a ricané ma mère. Et ça t'apporte quoi, la vérité? Tu as détruit la vie de ta sœur. Tu as ruiné la chance de cette famille d'entrer enfin dans un autre monde. Tu dois arranger ça, Élodie. Tu dois l'appeler, t'excuser, dire que tu as tout inventé par jalousie. Je me suis retournée, ma tasse à la main. Je ne ferai rien de tout ça. Delphine a creusé sa propre tombe. Je ne lui ai tendu aucune pelle. C'est là que Delphine a perdu tout contrôle. Poussant un cri de frustration pure, elle a balayé la pièce du regard, cherchant quelque chose à détruire. Son attention s'est portée sur la petite boîte à musique en porcelaine de Limoges qui trônait sur ma cheminée. Blanche, délicate, avec une petite ballerine qui tournait sur un air de Debussy. C'était le dernier cadeau que mamie Yvette m'avait fait pour mon 30e anniversaire. Toi et tes souvenirs de pauvre, a-t-elle sifflé entre ses dents. Tu crois que ça a de la valeur? Ça ne vaut rien. Comme toi. Elle l'a attrapé et l'a fracassé par terre, de toutes ses forces. Le bruit a été assourdissant dans le petit appartement. Un éclat sec, cristallin, suivi du tintement tragique des 1000 morceaux de porcelaine sur le carrelage. La petite ballerine a roulé, sa tête séparée de son corps. Le mécanisme, tordu, a émis une dernière note, une plainte dissonante et métallique, puis le silence est revenu, plus lourd, plus terrible qu'avant. Je suis restée immobile, fixant les débris. Ce n'était pas un objet qu'elle venait de briser. C'était le dernier lien. La dernière once d'affection, de pitié que je pouvais ressentir pour elle. À cet instant, je n'ai plus ressenti de douleur. Juste un vide froid et une résolution de fer. Mes parents m'ont regardé, soudain terrifiés. Ils avaient vu quelque chose s'éteindre dans mes yeux. Sans un mot, je suis allée vers le petit secrétaire dans l'entrée. J'ai ouvert un tiroir et j'en ai sorti 3 grandes enveloppes cartonnées, d'un blanc immaculé. Je suis revenue vers eux et je les leur ai tendues. Ma mère a reculé. Qu'est-ce que c'est? Des invitations, ai-je dit, ma voix plate, sans émotion. Pour le gala annuel de la Fondation Yvette Dubois.
Samedi soir. Hôtel Ritz, Paris. Tenue de soirée exigée. Ils m'ont dévisagé, complètement perdu. La fondation. Yvette. Le Ritz. Les mots n'avaient aucun sens pour eux. Venez, ai-je insisté. C'est important. Vous y trouverez des réponses. Et vous assisterez à une annonce qui vous concerne directement. Ils ont pris les invitations, leurs mains tremblantes. Ils étaient venus pour une confrontation, ils repartaient avec un mystère. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de recevoir leur convocation au tribunal. Un tribunal que ma grand-mère avait imaginé pour eux, des années auparavant. Le procès allait enfin avoir lieu. Les jours suivants ont été une guerre des nerfs. Comprenant que l'intimidation ne fonctionnait pas, Delphine a changé de tactique. Elle a orchestré une campagne de victimisation sur les réseaux sociaux qui aurait pu lui valoir un Oscar. Elle a publié une photo d'elle, le regard triste, avec une longue tirade sur les blessures familiales, les problèmes de santé mentale cachés, et la douleur de voir un être cher s'égarer. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. Ses contacts du monde de la mode et du marketing se sont empressés de commenter. « Courage, ma chérie, la jalousie est une maladie terrible, on est avec toi. » J'étais devenue, en l'espace de 24 heures, la méchante sœur, instable et malveillante. Mes parents, eux, avaient opté pour le harcèlement téléphonique. Ma mère m'appelait en pleurant. « Tu es en train de détruire cette famille, Élodie. Tu te rends compte du mal que tu fais ? Ta sœur est au plus mal. » Elle ne parlait jamais de la boîte à musique, bien sûr. Cet événement avait été commodément effacé de leur mémoire. Mon père était plus direct. « Si tu fais le moindre scandale samedi soir, tu peux nous oublier. Je te le jure sur la tête de ta mère, tu n'auras plus de famille. » C'était leur va-tout, le chantage affectif. Mais ils ne se rendaient pas compte que l'on ne peut pas menacer de prendre quelque chose que l'on a déjà détruit. La veille du gala, j'ai pris le TGV pour Paris. J'ai réservé une chambre simple dans un hôtel du Marais. Le luxe ostentatoire du Ritz ne m'attirait pas. J'avais besoin de calme, de solitude. Le poids de la situation m'accablait. Assise sur le lit, la robe bleu marine que Manon m'avait prêtée suspendue à l'armoire, j'ai été prise d'une crise de panique. Mon cœur battait la chamade, mes mains étaient moites. Et si j'étais en train de faire une erreur colossale ? N'étais-je pas en train de devenir aussi cruel qu'eux ? Utiliser l'argent et le pouvoir pour humilier publiquement sa propre famille, n'était-ce pas exactement ce que mamie Yvette aurait détesté ? J'ai attrapé mon téléphone, le doigt suspendu au-dessus du numéro de Maître Bernard, prête à tout annuler. J'ai appelé Manon à la place. « Je ne peux pas le faire », ai-je sangloté. « Je ne suis pas comme ça. Je me sens sale. Je me sens comme un monstre. » Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de Manon, tranchante comme un scalpel. « Un monstre ? Vraiment ? Rappelle-moi qui a envoyé une lettre pour te faire renvoyer. Rappelle-moi qui a brisé un objet qui avait une valeur sentimentale inestimable pour toi. Rappelle-moi qui t'a dit que ton existence même était une honte. Élodie, écoute-moi bien. Ce que tu vas faire demain, ce n'est pas cruel. C'est nécessaire. Tu ne vas pas les attaquer, tu vas te défendre. Tu ne vas pas les détruire, tu vas leur présenter un miroir. Si l'image qu'ils y verront est monstrueuse, ce n'est pas de ta faute. C'est la leur. Ta grand-mère ne voulait pas la vengeance, elle voulait la justice. Et parfois, la justice doit être publique pour être entendue. Ces mots ont traversé ma panique comme une flèche. Justice. Pas vengeance. C'était la clé. Je n'agissais pas par haine, mais par nécessité de rétablir un équilibre qui avait été rompu depuis ma naissance. Je devais le faire, non seulement pour moi, mais pour l'intégrité des valeurs que ma grand-mère avait passé sa vie à défendre. J'ai raccroché, et je suis allée me passer de l'eau froide sur le visage. En me regardant dans le miroir, j'ai vu que la peur dans mes yeux avait été remplacée par autre chose. Une lueur de détermination froide. Le plan de ma grand-mère était devenu le mien. Ce n'était plus son combat, c'était le mien. Et j'allais le mener jusqu'au bout. La nuit allait être courte, mais ma résolution, elle, était désormais inébranlable. Le Ritz. Rien que le nom évoque un monde de dorure,
de velours et de privilèges. En entrant dans le grand salon Vendôme, j'ai eu le souffle coupé. Les lustres monumentaux jetaient une lumière dorée sur des centaines d'invités triés sur le volet. L'air vibrait du murmure des conversations mondaines et des notes d'un quatuor à cordes qui jouait discrètement dans un coin. Une odeur de lys et de cire chaude flottait dans l'air. C'était l'antithèse absolue de mon quotidien, un spectacle grandiose et intimidant. Je suis entré par une porte dérobée, guidé par un membre du personnel de la fondation. Ma robe bleu marine, si élégante dans le miroir de ma chambre d'hôtel, me semblait soudain terriblement simple au milieu de ce défilé de haute couture. J'ai immédiatement repéré ma famille. Ils étaient au centre de l'attention, comme des papillons de nuit attirés par la lumière. Delphine, dans une robe rouge écarlate qui moulait sa silhouette parfaite, était spectaculaire. Elle riait, la tête renversée en arrière, captivant un petit groupe d'hommes d'affaires en smoking. Elle racontait, je l'entendais d'ici, une anecdote probablement inventée sur un voyage à Saint-Barth avec sa chère grand-mère. Mes parents se tenaient un peu en retrait, rayonnant de fierté. Pour eux, le rêve était à portée de main. Ils étaient enfin arrivés. Mon premier réflexe a été de chercher un coin sombre pour me cacher. Mais la voix de Manon a résonné dans ma tête, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. J'ai redressé les épaules. Je n'étais pas une intruse. Ce soir, j'étais l'hôtesse. J'ai traversé la salle, non pas vers eux, mais vers un groupe plus discret, près d'une grande tapisserie. C'étaient mes invités personnels. Madame Duval, la directrice de l'école de Marseille, dont la rénovation de la bibliothèque avait été financée par la Fondation. Le docteur Giraud, qui dirigeait une clinique mobile dans la Creuse grâce à nos subventions. Et la jeune Kenza, une étudiante en astrophysique issue d'un quartier de la banlieue lyonnaise, dont la bourse d'excellence portait le nom d'Yvette Dubois. « Mademoiselle Élodie » s'est exclamée Madame Duval en me voyant. Ses yeux brillaient. « C'est une telle émotion de vous rencontrer enfin. » La femme derrière les miracles. Nous avons commencé à parler. Ils me racontaient leurs projets, les vies qu'ils changeaient au quotidien grâce à l'aide discrète de la Fondation. Leurs histoires étaient réelles, tangibles. En les écoutant, j'ai senti ma nervosité s'apaiser. Je savais pourquoi j'étais là. Ce n'était pas pour ma petite histoire personnelle. C'était pour eux. Pour protéger cet héritage de générosité et d'humanité. Soudain, un silence s'est fait dans notre groupe. J'ai suivi leur regard. De l'autre côté de la salle, ma famille m'avait vu. Leurs sourires se sont figés. Leurs conversations se sont interrompues. Ils me regardaient, non pas cachés dans un coin, mais au centre d'un cercle de personnes qui, visiblement, me témoignaient un profond respect. J'ai vu l'incompréhension sur leurs visages, puis la confusion, et enfin, une lueur de pure panique dans les yeux de Delphine. Nos regards se sont accrochés par-dessus les têtes des invités. J'ai soutenu son regard, sans ciller. J'ai vu son assurance vaciller. Elle a compris, à cet instant précis, que quelque chose lui échappait totalement. Elle pensait être la reine de la soirée, mais elle venait de réaliser qu'elle n'était qu'un pion sur un échiquier bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Le maître de cérémonie a annoncé que le dîner était servi. La première partie du plan s'était déroulée à la perfection. La suite promettait d'être encore plus savoureuse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le dîner était un ballet parfaitement orchestré de serveurs en gants blancs et de plats aux noms imprononçables. J'étais à la table d'honneur, entre Maître Bernard et le docteur Giraud. La conversation était passionnante, centrée sur les futurs projets de la Fondation. Je me sentais sereine, à ma place. À quelques mètres de là, l'ambiance à la table de ma famille était électrique. Delphine essayait de charmer ses voisins de table, mais son rire sonnait faux. Mon père piquait nerveusement dans son homard, tandis que ma mère ne cessait de me lancer des regards anxieux. Le moment est venu après le plat principal, juste avant le dessert. Le maître de cérémonie s'apprêtait à prendre la parole, mais Delphine a été plus rapide. Poussée par une arrogance suicidaire ou un désespoir absolu, elle s'est levée, a tapoté délicatement sa coupe de baccarat avec une cuillère en argent.
Le son cristallin a suffi à faire taire les 500 convives. Mes chers amis, pardonnez-moi cette interruption impromptue, a-t-elle commencé, sa voix de directrice marketing projetée pour captiver l'auditoire. Mais mon cœur est si plein ce soir que je ne peux tout simplement pas attendre le protocole pour partager une nouvelle qui, je le sais, vous réjouira tous. Elle a balayé la salle de son sourire le plus éclatant. Je suis Delphine. La petite fille d'Yvette Dubois, cette femme exceptionnelle que nous honorons ce soir. Son esprit et sa vision ont toujours été mon guide. C'est pourquoi je suis incroyablement émue et fière de vous annoncer ce soir que je vais prendre un rôle de direction active au sein de la Fondation, pour porter son flambeau encore plus haut, encore plus loin. Des applaudissements polis, quoique surpris, ont éclaté. Maître Bernard, à côté de moi, n'a pas bougé un muscle. Ma mère, elle, s'est mise à pleurer discrètement, des larmes de joie et de soulagement. Et bien sûr, a ajouté Delphine, se tournant avec un air de connivence vers la table où se trouvait Cyprien, je ne mènerai pas ce combat seul. J'aurai à mes côtés un partenaire de choix, un homme dont la vision et la générosité n'ont d'égal que son talent, mon très cher ami et allié. Cyprien. Ce fut l'erreur de trop. Cyprien s'est levé, non pas pour la rejoindre, mais pour lui faire face. Son visage était de marbre. Je suis au regret de vous contredire publiquement, Delphine, a-t-il déclaré, sa voix résonnant dans le silence glacial qui venait de s'installer. Cette annonce est une pure invention. De plus, nous ne sommes plus ensemble. J'ai mis un terme à notre relation il y a plusieurs jours. L'onde de choc a traversé la salle de bal. C'était un scandale en direct, un drame mondain de premier ordre. Les journalistes présents ont redressé la tête, leurs stylos crissant sur leur carnet. Le sourire de Delphine s'est brisé. La panique a envahi son regard. Ce n'est qu'un stupide malentendu, a-t-elle bafouillé, cherchant un coupable. Son regard s'est posé sur moi. La haine a déformé ses traits. C'est elle, a-t-elle crié, son doigt tendu vers moi. C'est ma sœur. Cette fille est folle. Elle est jalouse de ma réussite depuis toujours. Elle vous a tous menti. Ne l'écoutez pas. Ce n'est qu'une pauvre institutrice frustrée qui n'a jamais rien accompli de sa vie. La salle était pétrifiée, suspendue à ce déferlement de haine. Lentement, je me suis levée à mon tour. J'ai contourné la table d'honneur et me suis dirigée vers le pupitre. Chaque pas résonnait dans le silence. J'ai ajusté le micro à ma hauteur. J'ai regardé ma sœur, qui haletait, le visage rouge de fureur. Merci, Delphine, ai-je dit, ma voix calme et posée amplifiée par les haut-parleurs. Ton intervention était absolument parfaite. Tu viens de me fournir la meilleure introduction possible. J'ai levé les yeux vers l'audience, qui retenait son souffle. Bonsoir à tous. Je m'appelle Élodie. Je suis professeure des écoles en classe de CP à Lille. Et je suis la présidente du conseil d'administration de la Fondation Yvette Dubois. Le silence qui a suivi fut d'une densité incroyable. 500 visages passaient de moi, la pauvre institutrice, à ma sœur, la prétendante déchue. Le spectacle ne faisait que commencer. Il était temps de laisser la star de la soirée, ma grand-mère, faire son entrée. D'une pression sur la télécommande, j'ai plongé la salle dans une semi-obscurité, ne laissant que les projecteurs braqués sur le grand écran derrière moi. Le visage de ma grand-mère Yvette est apparu, filmé en gros plan. Elle n'avait pas l'air malade. Au contraire, ses yeux pétillaient d'une intelligence vive, d'une détermination sans faille. La date et l'heure de l'enregistrement, 6 mois avant sa mort, étaient clairement visibles. Si vous regardez cet enregistrement, sa voix, claire et posée, a empli la salle, c'est que mes craintes se sont malheureusement réalisées et qu'une clarification publique est devenue indispensable. Je suis Yvette Dubois, parfaitement saine de corps et d'esprit, ce que peuvent attester les 3 témoins présents à mes côtés. La caméra a fait un bref travelling pour montrer Maître Bernard, son médecin traitant, le docteur Allègre, et un magistrat à la retraite, le juge Lafont, tous 3 hochant la tête solennellement. Mes parents semblaient avoir vieilli de 10 ans en 1 minute. Ils se tenaient la main si fort que leurs doigts en étaient blancs. Delphine, elle, fixait l'écran, comme hypnotisée par le fantôme de celle qu'elle avait tant sous-estimée. Cette déclaration, a poursuivi Yvette, concerne la transmission de mon patrimoine personnel, et les conditions morales, non négociables,
qui y sont attachés. Mon héritage, d'une valeur de 15 millions d'euros, ainsi que plusieurs biens immobiliers, est régi par une clause suspensive, la clause 7.3 de mon testament. Son regard, à travers la caméra, semblait transpercer Delphine. Cette clause stipule que tout bénéficiaire devra faire preuve, de manière constante, de bonté et d'empathie, et refuser catégoriquement toute forme de discrimination basée sur le statut social ou les revenus. Cela inclut, de manière très explicite, l'acte d'exclure un membre de sa propre famille d'une réunion au prétexte que sa profession serait jugée embarrassante. L'écran s'est alors scindé en deux. À gauche, le visage d'Yvette. À droite, les preuves ont commencé à apparaître, projetées en lettres géantes. D'abord, la capture d'écran du message de Delphine, ton métier de prolo lui ferait honte. Ensuite, le post Facebook de ma mère, justifiant mon absence à Noël par un empêchement professionnel, un mensonge pathétique. Chaque preuve était une détonation dans le silence de la salle. Ma petite fille Delphine, la voix d'Yvette s'est teintée de tristesse, a toujours confondu la valeur et le prix. Si elle a choisi d'humilier sa sœur pour impressionner un homme, si elle a renié les siens au nom de l'ambition sociale, alors elle a échoué. Elle a échoué à mon test final. C'est un faux. C'est illégal, a crié Delphine, se levant à moitié. Je vous demande de vous asseoir, mademoiselle, a tonné la voix du juge Lafont depuis sa table. En tant qu'officier de justice, j'atteste de l'authenticité et de la légalité de ce document vidéo et de son contenu. Maître Bernard est alors remonté sur scène, un dossier en cuir à la main. Conformément à la volonté de ma cliente et aux dispositions de la clause 7.3, et au vu des preuves irréfutables de violation de ladite clause, a-t-il annoncé d'une voix qui ne laissait place à aucun doute, j'ai le devoir de déclarer que mademoiselle Delphine, ainsi que ses parents, monsieur et madame Hervé, pour leur complicité avérée, sont, à compter de cet instant, définitivement et irrévocablement déchus de tous leurs droits sur la succession d'Yvette Dubois. Il a marqué une pause, laissant la sentence infuser dans l'esprit de l'audience. En conséquence, l'intégralité de l'héritage, soit les 15 millions d'euros, l'hôtel particulier parisien, la villa de Biarritz et le chalet de Megève, est transférée, selon les termes du testament, à la bénéficiaire secondaire. Mademoiselle Élodie. Le mot « Élodie » a résonné comme un coup de tonnerre. Le chaos qui a suivi a été total. Les flashs des photographes crépitaient sans interruption. Cyprien, de sa table, a repris la parole. J'annonce également que la Fondation Stone et toutes mes entreprises personnelles mettent fin, ce soir, à tous leurs contrats de conseil avec l'agence de communication dirigée par mademoiselle Delphine. L'intégrité est une valeur non négociable. Dans la foulée, 2 autres PDG présents dans la salle se sont levés et ont fait des annonces similaires. C'était une exécution en direct. La carrière de Delphine venait de voler en éclats en moins de 3 minutes. Elle a poussé un cri, un son inhumain, un mélange de rage, de choc et de désespoir, avant de s'effondrer lourdement sur sa chaise. Le spectacle était terminé. La vérité avait été dite. Mais il restait un dernier acte à jouer. Le mien. J'ai laissé le tumulte s'apaiser un peu. Les agents de sécurité s'étaient discrètement approchés de la table de ma famille. Delphine sanglotait, la tête dans les mains. Ma mère la serrait contre elle, mais son regard était vide, perdu. Mon père fixait le sol, comme si le poids du monde venait de s'abattre sur ses épaules. J'ai repris le micro. Ma voix était douce, mais ferme. Je voudrais être très claire sur un point, ai-je commencé. Je n'ai jamais désiré cet argent. Je n'ai jamais rien demandé d'autre que le respect. Le silence que j'ai gardé pendant 2 ans n'était pas une ruse pour m'enrichir. C'était un espoir. L'espoir que ma famille me prouve que j'avais tort, que ma grand-mère avait tort. L'espoir qu'ils me montrent qui ils étaient vraiment, et non pas ce que leur ambition les poussait à être. Ce soir, ils m'ont donné leur réponse. J'ai fait un signe, et un nouveau logo est apparu sur l'écran derrière moi. Des lettres simples, élégantes, l'initiative Yvette Dubois pour la dignité. C'est pourquoi j'annonce ce soir que je n'accepterai pas cet héritage pour moi-même. L'intégralité de ces 15 millions d'euros, jusqu'au dernier centime, sera versée à la Fondation pour créer cette nouvelle initiative. Elle aura un seul but,
soutenir financièrement et matériellement les travailleurs essentiels de notre pays, ceux que l'on applaudit en temps de crise et que l'on oublie le reste du temps. Les enseignants, les infirmières, les aides à domicile, les éboueurs. Tous ceux dont le travail a une valeur inestimable, mais un salaire souvent indécent. L'argent de ma grand-mère ne servira pas à acheter des sacs à main. Il servira à réparer une injustice. Un tonnerre d'applaudissements, bien plus chaleureux et sincère que les précédents, a balayé la salle. De nombreux invités s'étaient levés. J'ai vu des larmes dans les yeux de Madame Duval. Puis, j'ai regardé ma sœur. Delphine. Je ne te condamne pas à l'exil. Je t'offre une chance de te reconstruire. Une chance que tu peux accepter ou refuser. Je te propose un poste. Un poste de bénévole, sans salaire, dans une de nos associations partenaires à Brest, qui s'occupe de l'accueil des grands précaires. Tu y apprendras ce que ni les écoles de commerce ni les dîners mondains ne pourront jamais t'enseigner, l'humilité, l'empathie, la vraie valeur d'un être humain. Ce n'est pas une punition. C'est un chemin. Je me suis tournée vers mes parents. Pour vous deux, la porte de ma vie n'est pas fermée à clé. Mais elle est fermée. Pour l'ouvrir, il n'y a qu'une seule clé, une thérapie familiale. Une vraie, avec un professionnel. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Le respect, entre nous, doit être reconstruit, brique par brique. Il ne sera plus jamais acquis. Enfin, j'ai sorti de la poche de ma robe l'enveloppe scellée que Maître Bernard m'avait confiée. Je l'ai tenue en évidence. Ma grand-mère avait prévu une dernière chose, au cas où la cupidité l'emporterait sur la raison. Elle appelait ça l'option nucléaire. Un dossier qui serait rendu public si le testament était contesté en justice. J'ai fixé Delphine. J'ai baissé la voix, mais le micro a porté mes mots. Brest, Delphine? Ou le tribunal correctionnel de Paris? Le choix t'appartient. Un frisson d'horreur a parcouru son corps. Elle a secoué la tête, les yeux exorbités de terreur. Elle savait. J'ai rangé l'enveloppe. Alors, nous avons terminé. 1 an plus tard. La vie a repris. Ou plutôt, une nouvelle vie a commencé. Je suis toujours enseignante en CP à Lille. C'est mon port d'attache, ma vérité. L'initiative pour la dignité a déjà aidé des centaines de familles. Chaque semaine, je reçois des lettres qui me rappellent pourquoi ce combat valait la peine d'être mené. Mes parents ont entamé la thérapie. Le chemin est long. Ils ont vendu la grande maison de Marc en Barœul. Ils apprennent à vivre plus simplement. Ils apprennent à me parler. Vraiment. Delphine a accepté. Elle est à Brest depuis 10 mois. La semaine dernière, pour la première fois, j'ai reçu une lettre. Pas d'excuses, pas de suppliques. Juste quelques lignes sur son travail à la soupe populaire. Elle m'a parlé de sa rencontre avec une vieille dame nommée Simone. Elle m'a donné la moitié de son seul morceau de pain, écrivait-elle. Juste parce que j'avais l'air triste. Je crois, Élodie, que je commence à peine à comprendre le sens du mot « richesse ». Ce soir, c'est le réveillon de Noël. Je décore mon petit sapin. On sonne à la porte. Ce sont mes parents. Ils sont un peu gauches, un peu timides. Ils me tendent un petit paquet. Je l'ouvre. C'est une boîte à musique. Pas en porcelaine, mais en bois simple. Elle joue un air de Satie. Elle ne remplacera jamais l'autre, dit mon père, la gorge nouée. Mais, c'est un début. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je m'appelle Élodie, et je voulais simplement vous dire que votre valeur n'est pas à vendre. Elle ne dépend ni de votre fiche de paie, ni de votre code postal, ni de l'approbation des autres. Elle est en vous. Si mon histoire a fait écho à la vôtre, si vous aussi, vous avez dû vous battre pour votre dignité, partagez votre pensée en commentaire. Rappelons-nous ensemble que la plus grande des richesses, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir et de se respecter. Prenez soin de vous.